Une immense boule de feu a explosé. Au cours de l'enquête, les spécialistes s'interrogent. Le crash est-il dû à l'absence d'un instrument essentiel pour la navigation? Cette décision était irresponsable. Beaucoup de passagers auraient pu être sauvés, j'en suis convaincu. La colline Nimitz, à Guam. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île a été le théâtre de violentes offensives américaines. Mais depuis plus de 50 ans, Guam a retrouvé la paix. Aujourd'hui, la colline est fréquentée surtout par les chasseurs et le silence n'est interrompu que par le vrombissement des avions de ligne. Tous les soirs, des pilotes survolent cet affleurement rocheux avant d'atterrir à l'aéroport international d'Agana. Les avions qui se posent ici arrivent de toute l'Asie. Ce 6 août 1997, peu après minuit, le vol 801 de la Korean Airlines en provenance de Séoul, en Corée du Sud, se dirige sur l'île. Le commandant de bord est Park Yong-cho. Âgé de 42 ans, cet ancien officier de l'armée de l'air coréenne pilote des 747 depuis plus de 6 ans. Quelques mois plus tôt, le président de la Korean Airlines lui a remis le prix de la sécurité en vol pour avoir géré avec succès une panne de moteur à basse altitude sur un 747. Ce soir-là, Park aurait dû s'envoler pour les Émirats arabes unis. Mais suite à un changement de planning, il s'est retrouvé aux commandes de cet avion à destination de Guam. Dans la cabine, les touristes coréens, japonais et occidentaux ont hâte de découvrir les plages magnifiques de l'île. Guam a le statut de territoire des États-Unis soumis à la législation américaine. L'île est minuscule, moins de 600 km², mais ses plages de sable attirent d'innombrables visiteurs. Originaire de San Diego, Sean Burke, 24 ans, et son amie Wendy Bunton ont bien l'intention de profiter au maximum de leurs vacances. Sean et Wendy allaient à Guam pour faire de la plongée sur les récifs, mais aussi pour aller voir le frère de Wendy. Il était médecin dans la Navy et il était basé là-bas. Barry Small, lui, a pris le vol 801 pour des raisons professionnelles. Ce Néo-Zélandais rentre à Guam pour un nouveau contrat de 6 mois en tant que pilote d'hélicoptère. Mais il est inquiet. La veille de mon départ, mon père a fait un infarctus et je lui ai fait un massage cardiaque jusqu'à ce que l'ambulance arrive. J'avais décidé d'annuler mon contrat pour rester avec lui, mais il a insisté pour que je retourne travailler. L'appareil est encore à 2 heures de Guam. Le vol se déroule normalement quand soudain... Surveille la vitesse, on va traverser une grosse turbulence. Que tout le monde attache sa ceinture. Ladies and gentlemen, this is your first officer speaking. Même Barry Small est surpris. C'est arrivé sans prévenir. Ceux qui n'étaient pas attachés ont été secoués. Dans les compartiments à bagages, tout brinque-ballait. Ça faisait un vacarme épouvantable. Malgré la violence des turbulences, le commandant finit par reprendre le contrôle de l'avion. On est passé. Préviens les passagers. Ladies and gentlemen,
This is your first officer speaking. We have cleared the turbulent area. Dans la cabine, certains passagers sont encore sous le choc. Tout va bien, Rika. On arrive bientôt. Je vais mettre ça dans le compartiment là-haut. Les hôtesses remettent de l'ordre et les passagers s'installent pour le reste du voyage. J'avais eu une escale de 12 heures à Séoul et je portais toujours les mêmes vêtements. Ça devenait désagréable dans ce climat tropical. Alors j'ai enlevé mes chaussures pour me mettre un peu à l'aise. Le commandant Park et son équipage restent sur le qui-vive. Ils savent qu'ils vont traverser une autre zone de mauvais temps. Toute la journée, des averses se sont abattues sur Guam. De fait, le mois d'août est en plein dans la saison humide et les pluies intermittentes rendent la visibilité parfois difficile. Dans cette région du monde, il y a un nuage d'orage assez particulier, tout petit, qui se forme à n'importe quel moment dans la journée et dure très peu de temps. Ça n'empêche pas un pilote de pratiquer son approche sur l'île, mais ça gêne la visibilité pendant le temps où l'avion traverse le nuage. Peu après 1h du matin, le vol 801 de la Korean Airlines entre en contact radio avec Kurt Mayo, le contrôleur aérien d'approche de l'aéroport d'Aganya. Centre de Guam. Vol KAL 801 quitte le niveau de vol 410 pour le 260. KAL 801 bien reçu. Les membres de l'équipage ne sont pas les seuls à se préparer à l'atterrissage. Après plus de 3 heures de vol de nuit, les passagers ont hâte d'arriver. J'ai aperçu les lumières de Guam. Je savais exactement où on était parce que j'avais souvent fait le voyage. Le commandant Park a survolé la colline Nimitz à 9 reprises. Mais cette fois, il y a une différence de taille. Dans les aéroports du monde entier, les pilotes se posent avec l'aide d'un système électronique de guidage appelé Glide Slope. Les directions indiquées par le Glide Slope mènent le pilote exactement au seuil de la piste. Mais à l'aéroport de Guam, la balise est en réparation. Et sans cette balise, l'indicateur Glide Slope qui se trouve dans le poste de pilotage n'est d'aucune utilité. Il est rare qu'un pilote atterrisse sans ce système de guidage, mais cela arrive. À Guam, la balise ne sera pas remise en service avant plus de 2 mois. À cela s'ajoute le fait que le commandant Park lutte contre la fatigue. Ils nous font trimer au maximum. Comme ça, ils économisent les frais d'hôtel sur le dos du personnel navigant. Ah, j'ai sommeil. À l'approche de Guam, l'avion va devoir traverser une nouvelle masse nuageuse. La météo est mauvaise sur Guam. Qu'est-ce qu'il pleut? Cela fait déjà plusieurs heures que le commandant et son équipage ont quitté Séoul. Et la pluie rend les derniers kilomètres encore plus pénibles. Épuisé, le commandant Park entame l'approche de l'aéroport dans des conditions difficiles. Il est à présent 1h30 du matin. Malgré sa fatigue due au cumul des heures de vol imposées par la compagnie, le commandant Park se concentre de son mieux. Parmi les 237 passagers, certains pensent aux vacances qui les attendent ou à leur travail. À part les turbulences, le vol s'est déroulé de façon parfaitement normale. On avait dîné, tout s'était passé comme d'habitude. Tandis que l'appareil approche de l'île, une tempête capricieuse pousse des nuages chargés de pluie entre l'avion et l'aéroport. La visibilité est mauvaise. Le commandant veut effectuer un léger changement de cap pour éviter le gros des intempéries. Demande une déviation de 20 nautiques vers la gauche pendant la descente. Centre de Guam, ici le vol KAL 801. KAL 801 bien reçu. Virant au-dessus de la couche nuageuse, le commandant Park espère repérer une trouée pour aborder la descente.
Enfin, il distingue ce qu'il cherchait désespérément. Voilà Guam. Bien. Le radar météo nous a vraiment aidés aujourd'hui. Vol KAL-801, atterrissage ILS autorisé piste 6, approche gauche, glide slope inutilisable. Le contrôleur aérien Kurt Mayo rappelle à l'équipage que le système de guidage électronique est en panne. La balise, qui aide normalement les pilotes à localiser la piste, n'émet aucun signal. C'est alors qu'au beau milieu de la procédure d'atterrissage, il se produit quelque chose d'inattendu. Le glide slope se remet apparemment en marche. C'est le glide slope. Il fonctionne. Ouais, il fonctionne. Comment ça se fait? Dans le poste de pilotage, il y a un moment de flottement. Malgré tout, l'équipage continue la procédure. Vérifie 6D, sors le train. Vérifiez. Approche à 1400 pieds. Puisque le glide slope ne fonctionne pas, on va se maintenir à 1440. Rentre 1440. Rentrez. À 1h40 à Guam, Kurt Mayo est de nouveau en contact radio avec l'équipage. Contactez Guam Tour au 118.1. Puis il passe le relais au contrôleur de la tour et dit au revoir en coréen. Suga Shipsho, 118.1. C'est le dernier échange entre Kurt Mayo et l'équipage. Le contrôleur a dû être basé en Corée. Aganya Tour, KL-801, interception localiseur 6 gauche. KL-801 Heavy, Aganya Tour, autorisé à atterrir piste 6. KL-801, bien reçu, atterrissage autorisé piste 6. Volet 30. Volet 30. L'appareil amorce la descente au milieu des nuages et de la pluie. L'équipage ne distingue plus l'aéroport. Regarde bien. Ladies and gentlemen, we're preparing for landing at Aganya International Airport in Guam. Please return your seats to the upright position, fasten your seatbelts, and prepare for landing. Rentre 560. Rentrez. L'appareil se rapproche du sol et l'équipage s'attend à voir l'aéroport d'une seconde à l'autre. Mais la pluie rend la visibilité très difficile. Le glide slope ne marche pas. Essuie-glace. C'est alors qu'une alerte sonore résonne dans le poste de pilotage. Le système d'avertissement de proximité du sol indique à l'équipage que l'avion n'est plus qu'à 150 mètres de hauteur. Pourtant, la piste reste invisible. J'avais fait ce trajet d'innombrables fois. Quand j'ai estimé qu'on n'était plus qu'à 30 secondes de l'atterrissage, je me suis penché pour remettre mes chaussures. 200. L'avion n'est plus qu'à 60 mètres du sol, mais l'équipage ne voit toujours pas la piste. Faisons une approche interrompue. Rien en vue. Approche interrompue. Il faut remettre les gaz. Remets les gaz. Volet. Cent, 50, 40. Trente, 20. Je ne me suis douté de rien. Pour moi, c'était un atterrissage normal. À part le fait que l'appareil décélérait plus vite que d'habitude, il n'y avait rien d'inquiétant. Et puis, tout d'un coup, l'appareil a commencé à se disloquer. J'ai regardé, les bouteilles, les sacs, tout ce qu'il y avait dans les compartiments volait dans tous les sens.
On aurait dit qu'un millier de 737 était en train d'atterrir en même temps. Petit à petit, l'avion brisé s'immobilise à flanc de colline. J'avais bien trop peur pour détacher ma ceinture. Je m'attendais à tout moment à ce qu'on passe par-dessus un ravin ou je ne sais quoi. Par miracle, la petite Rika Matsuda, 11 ans, est saine et sauve. Mais sa mère est blessée et coincée sur son siège. Maman! Maman! À l'aide! Blessé lui aussi, Barry Small est terrifié de voir que le feu progresse dans l'avion. Le feu avait pris à l'avant et remonté vers l'arrière où je me trouvais. Les indicateurs lumineux dans la travée ne fonctionnaient pas, mais les flammes étaient si vives que je n'avais aucun mal à me diriger. Maman! Maman! Si les secours n'arrivent pas rapidement, tous ceux qui ont survécu au crash risquent de périr pris au piège dans la cabine de l'appareil. KAL 801 Heavy, ici à Gagnatour, vous me recevez? Dans le poste de pilotage, les 3 hommes sont morts. Mais les autorités de l'aéroport n'ont toujours aucune idée de ce qui est arrivé au vol 801. Barry Small tente désespérément de sortir de la carcasse de l'appareil en se frayant un chemin jusqu'à une brèche dans le fuselage. J'ai remonté 6 rangées vers l'arrière jusqu'à un trou qui donnait sur le sol, 1,80 m plus bas. Le train d'atterrissage avait disparu. Là, je me suis retrouvé face à un obstacle, mais c'était le seul passage à l'abri des flammes. Par là! Passez par-dessus! Maman! Rika, La mère de Rika tente de convaincre sa fille de sortir de l'avion en flammes. cours. Allez, cours. Sors de là. Va-t'en. Va-t'en. Il faut que tu sors de là tout de suite. L'incendie s'étend rapidement. Alors que les passagers survivants tentent d'échapper à la mort, les sauveteurs ne savent toujours pas que l'avion s'est écrasé. Les flammes nous encerclaient, le passager asiatique et moi. J'ai eu les bras brûlés, au point que le métal de ma montre a commencé à fondre sur mon poignet. Il a fallu que je l'enlève. Quelques minutes plus tôt, Kurt Mayo avait passé le relais au contrôleur de la tour chargé de l'atterrissage. Mais il apprend que l'appareil ne s'est toujours pas posé. Êtes-vous en contact avec KAL 801? Non. Je l'ai autorisé à atterrir, mais je ne sais pas où il est. Il n'a pas atterri? Négatif. Bon sang. En quelques minutes, Chuck Sanchez, le chef de la brigade des pompiers, se met en route. Je me disais, il est où ce 747? Sur l'île? En mer? On fait quoi?
On a sauté tous les deux hors de la cabine et le monsieur asiatique a disparu dans la jungle. J'ai roulé sur le dos et j'ai réussi à me traîner sur les coudes où j'avais encore un peu de peau intacte. Malgré sa jambe droite brisée, Barry Small parvient à s'éloigner en rampant de la carcasse. Mais beaucoup de passagers sont encore prisonniers à l'intérieur. On se serait cru sur un champ de bataille ou dans un film. Il y avait des trucs qui explosaient tout près de moi, qui passaient au-dessus de ma tête. Des débris enflammés tombaient à côté de moi. C'était indescriptible. Les secours n'ont qu'une seule possibilité pour arriver jusqu'à la carcasse de l'avion. Une route étroite qui longe le pied de la colline Nimitz. Alors qu'ils foncent vers le lieu de l'accident, les sauveteurs sont arrêtés par un obstacle imprévu. Un pipeline que l'avion a arraché du sol au moment du crash et qui barre la route. Il n'y a pas moyen de le contourner. Prévenu de l'accident, Carl Gutiérrez, le gouverneur de l'île, arrive sur les lieux. Dégagez-moi ce truc-là. Vous, prenez les trousses de premiers soins et suivez-moi. On est arrivé au point le plus proche du lieu de l'accident, au sommet de la colline. Il nous restait environ 150 mètres à descendre. Alors je leur ai dit, « Messieurs, allumez les phares, les lampes, tout, et éclairez-nous jusqu'en bas. On y va. » On s'est mis à courir en direction des cris. On ne voyait rien à cause de la végétation qui bordait la route. À un moment, je l'ai arrêté. « Monsieur le gouverneur, il va falloir que vous preniez des décisions. Je ne veux pas que vous alliez plus loin, vous risquez d'être blessé. Laissez-nous faire notre boulot. » Il m'a répondu, « Non, je viens avec vous. » Sur les lieux de l'accident, les flammes sont en train de dévorer l'appareil. Immobilisé par sa jambe cassée, Barry Small, impuissant, entend les passagers appeler à l'aide. Je suis resté comme ça toute la nuit. Pendant tout ce temps, j'ai entendu des gens crier dans une langue étrangère. D'abord, ça ressemblait à de simples appels au secours. Puis, ces appels se sont transformés en hurlements à mesure que le feu s'intensifiait. Au bout d'un moment, l'incendie a empiré et les cris se sont tus. Près d'une heure après l'accident, les équipes de Sanchez arrivent enfin sur les lieux. Je les ai divisés en deux groupes, en leur disant, le premier, vous partez de la queue, et le deuxième de l'avant, et on se rejoint au milieu. On va faire tout ce qu'on peut pour aider les survivants. Maman! C'est alors que le gouverneur de l'île, Carl Gutiérrez, aperçoit la petite Rika, toute seule, qui appelle sa mère. Ne pleure pas. On va s'occuper de toi. Je n'ai pas voulu la lâcher. C'est comme s'il y avait eu un lien très fort entre cette petite fille et moi. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait 11 ans, mais elle avait l'air bien plus jeune. Chuck Sanchez découvre Barry Small dans les hautes herbes. Prenez ma veste. Il a plié sa veste de pompier sous ma tête pour que je sois mieux. Allez-y, ça va aller. On continue. Plus tard, il a été obligé de venir la reprendre parce qu'il se faisait brûler en sortant les survivants et les cadavres de l'appareil. On a dû couper des branches d'arbres en guise d'attelle et retirer nos vêtements de protection pour couvrir les survivants. Les sauveteurs comprennent vite qu'ils sont arrivés trop tard. Malgré tout, Sanchez ne baisse pas les bras. Il envoie une équipe pour continuer les recherches à l'intérieur du fuselage.
Partez de la queue et remontez vers l'avant. Brusquement, j'ai entendu une grosse explosion à l'endroit où il se trouvait. J'ai pensé, et nos hommes? Tout de suite, la suite. Notre mission, c'est d'aller chercher les blessés, peu importe le danger. Je n'ai aucun problème à me sacrifier pour quelqu'un d'autre. C'est bon. Il est ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Centre Nord 360. C'est mon boulot. Inside, soldats secouristes. Ce soir à 20h40 sur National Geographic Channel. Les grands singes ont leur propre personnalité. Depuis plus de 50 ans, j'ai observé des générations traverser d'incroyables drames. Des drames ponctués de violence, de mystère et de trahison. Frères contre frères, père contre fils. Leur stratégie, guerre, politique et sexe. Leur but, le trône. Jane Goodall vous présente les histoires incroyables du royaume des singes. Dimanche à 20h35 sur Nat Geo Wild. Autour de la carcasse de l'avion, les sauveteurs continuent de fouiller les décombres en quête d'éventuels survivants qui auraient pu s'échapper de l'appareil en flammes. Ils entendent l'explosion qui secoue ce qui reste du Boeing 747. On avait perdu le contact radio, mais finalement, quelqu'un a émergé de l'appareil. Chef, tout va bien, tout le monde est sain et sauf. Il faudra attendre l'aube pour que les équipes de secours se rendent compte de l'ampleur des dégâts. L'appareil a rebondi tout le long de la pente, se brisant en plusieurs gros tronçons. Sur les 254 personnes à bord, il n'y a que 25 survivants. Les familles et les proches attendent dans l'angoisse. De nombreux corps sont gravement brûlés. La plupart des passagers sont coréens, mais parmi les rares Américains du vol, il y a Sean Burke et son amie Wendy Bunton. À des milliers de kilomètres de là, les parents de Sean ont appris la terrible nouvelle. Dans un premier temps, la belle-mère de Sean ignore si le jeune homme est vivant ou mort. Il avait peut-être péri carbonisé, ou il était inconscient dans un hôpital de l'île, auquel cas on voulait aller le chercher. Mais on ne pouvait pas s'empêcher de penser aussi qu'il gisait peut-être quelque part sur cette colline. Guam étant un territoire américain, l'enquête est confiée au NTSB, l'équivalent du Bureau Enquête et Analyse. Greg Feist est nommé à la tête de la mission. À son arrivée sur les lieux, outre le spectacle terrible d'un crash, il doit faire face à un autre problème. Les familles en deuil se sont massées aux abords du site, rendant la tâche des enquêteurs particulièrement difficile. Quand on enquête sur un accident, il faut savoir faire abstraction de ses émotions, comme un médecin aux urgences. Tout est dévasté, c'est une tragédie. On entend plein d'histoires terribles, surtout quand ça touche des enfants et des personnes innocentes. Malgré cela, il faut maîtriser ses émotions pour pouvoir rester objectif. Si on n'est pas froid et détaché, on ne travaille pas correctement.
On s'est retrouvés dans un bâtiment bourré de gens comme nous, accablés de chagrin. C'était horrible. On a commencé par faire un quadrillage du site pour essayer de comprendre la position des débris et de déterminer la façon dont on allait mener l'enquête sur le terrain. Lors de l'enquête préliminaire, Greg Feist constate que de grandes sections de l'appareil sont quasiment intactes. L'atterrissage avait été relativement maîtrisé. Le pilote avait réussi à poser l'appareil au milieu des arbres et sur un terrain accidenté, mais à 5 km de l'aéroport. Les enquêteurs retrouvent un certain nombre d'objets, entre autres la carte d'approche utilisée par l'équipage au moment de sa descente vers Guam. Ils mettent également la main sur le sac de voyage du commandant Park, à l'intérieur duquel ils découvrent un petit flacon de cachet. Le commandant prenait plusieurs médicaments, y compris de la benzodiazépine, un sédatif. Ils envoient les cachets et des prélèvements de tissus effectués sur le corps du commandant au laboratoire pour une analyse toxicologique. Quant à la carte d'atterrissage, elle vient s'ajouter au dossier. Grâce aux informations fournies par l'une des boîtes noires de l'appareil, les enquêteurs recréent la trajectoire de vol de l'avion. Son taux de descente relativement doux semble corroborer la version de Greg Feist. L'appareil a presque réussi à se poser. Mais sa trajectoire n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être. Vol KAL 801, atterrissage ILS autorisé, piste 6, approche gauche, glide slope inutilisable. KAL 801 reçu, atterrissage ILS autorisé, piste 6. L'équipage avait été prévenu que la balise du glide slope de l'aéroport ne fonctionnait pas, ce qui obligeait le commandant à prendre une partie des commandes en manuel. Le pilote doit alors respecter une procédure obligatoire appelée descente par palier. Mettons qu'il se trouve à une altitude de 2000 pieds. Arrivé à un point prédéterminé par le système DME, un dispositif de mesure de distance, il entame un nouveau palier de descente. Si l'équipage avait suivi cette procédure, sa trajectoire ressemblerait à des marches d'escalier. Or, juste après la première marche, l'appareil a entamé une longue descente continue. Le but de ces paliers est de prévenir les accidents avec le relief. Si on ne sait pas la trajectoire requise en fonction de la carte d'approche, on court le risque d'entrer en collision avec un obstacle ou une élévation de terrain. L'enregistreur phonique a également été retrouvé dans les décombres. Greg Feist et son équipe espèrent alors comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Rentrée 560. En deux occasions, le commandant Park donne l'ordre d'amorcer la descente beaucoup trop tôt. Et l'enregistrement révèle d'autres indices. L'enregistreur phonique nous a fourni des informations précieuses. Entre autres, le fait que les membres de l'équipage semblaient fatigués. Ah, j'ai sommeil. C'était un vol charter, ce qui veut dire que ces hommes volaient de nuit, alors que normalement ils auraient dû être de service de jour. Or, quand il fait nuit, le corps se manifeste et vous fait comprendre que vous devriez dormir. Les sédatifs auraient pu aggraver les choses, mais le résultat des analyses toxicologiques lève tous les doutes. Le commandant Park avait des cachets dans son sac, mais il n'avait pris aucun médicament. Greg Feist décide alors de se concentrer sur les discussions dans le poste de pilotage à propos du glide slope. C'est le glide slope? Il fonctionne? Ouais, il fonctionne. Comment ça se fait? Il voit bouger légèrement l'aiguille de l'indicateur et demande aux autres membres de l'équipage si le système fonctionne ou pas. Il est plus d'1 heure du matin. Le vol a été long, le commandant Park est fatigué et il est déconcerté par les indications inattendues données par le glide slope. En écoutant l'enregistrement, on se rend compte qu'il fait une fixation là-dessus. Mais Greg Feist ne comprend toujours pas pourquoi l'instrument s'est apparemment remis à marcher.
Le problème est-il inhérent à l'avion ou à l'instrument lui-même, auquel cas il risquerait d'affecter d'autres vols? Pour le savoir, il fait appel à un spécialiste de la navigation, Nelson Sponheimer. J'ai passé un certain temps sur les transcriptions pour essayer de déterminer d'éventuels problèmes de navigation. Pour quelle raison un avion en bon état s'était-il retrouvé au mauvais endroit? Et pourquoi l'équipage pensait-il que le glide slope fonctionnait au moins de façon intermittente? Sponheimer envoie ses enquêteurs à Guam. Ils survolent l'île pour vérifier si des signaux radio provenant d'une base militaire voisine n'ont pas pu interférer avec le système de l'avion, faisant croire à l'équipage que le glide slope fonctionnait. Les récepteurs du glide slope réagissent parfois à des signaux qui n'ont rien à voir, en particulier si la balise n'émet pas. Il suffit que le récepteur capte un signal parasite sur le bon canal pour que ça provoque des oscillations intermittentes de l'aiguille du glide slope. Rentrée 560. Mais alors, un tel signal n'aurait pas été continu. Comme un interrupteur qu'on actionnerait de façon sporadique, le glide slope aurait fonctionné brièvement et par intermittence. J'en ai conclu que des signaux erronés, qu'ils proviennent d'un autre émetteur ou d'instruments mal réglés qui se trouvaient au sol, comme des talkie-walkie, ne pouvaient pas déclencher des oscillations continues de l'aiguille. Alors pourquoi le commandant Park a-t-il cru que le glide slope fonctionnait correctement? Et même dans ce cas, pourquoi s'est-il écrasé sur la colline Nimitz? Le glide slope ne marche pas? Essuie-glace. Tandis que les enquêteurs tentent de démêler les causes de l'accident, Barry Small essaie de comprendre pourquoi lui et 24 autres personnes ont survécu. Je me suis penché pour remettre mes chaussures et sans le vouloir, je me suis retrouvé dans la position de sécurité en cas d'accident, comme par miracle. Suivant lui-même une formation de mécanicien aviation, Barry Small connaît bien les avions. Je suis convaincu qu'on pourrait changer des choses sur cet appareil. D'après lui, c'est à cause de la barre transversale qui relie les sièges qu'il s'est cassé une jambe, et c'est uniquement par chance que l'autre n'a rien eu. Ma jambe droite est partie vers l'avant et s'est écrasée sur la barre du siège de devant. Ma jambe gauche, elle, a été protégée par mon sac de voyage qui l'a bloquée. En s'appuyant sur sa jambe valide, Barry Small est parvenu à sortir de la cabine alors que d'autres sont restés pris au piège. Rika Matsuda n'avait que 11 ans. Ses jambes, plus courtes que celles d'un adulte, n'ont donc pas cogné contre la barre transversale et c'est pour cela qu'elle a pu s'échapper de l'appareil. Cours, cours, sors de là! Sa mère n'a pas eu cette chance. Barry Small est également convaincu que l'incendie qui s'est propagé dans toute la cabine aurait pu être évité. D'après les estimations, les compartiments à bagages contenaient plus de 462 litres d'alcool. Si l'avion avait été plein, il y en aurait eu au moins le double. D'après lui, au moment du crash, l'alcool acheté en duty-free s'est mélangé à l'oxygène dans le plafond de l'appareil et s'est enflammé avec des conséquences dévastatrices. Or, cela aurait pu être évité. Pourquoi prendre le risque d'avoir un mélange alcool-oxygène? Après tout, le plus important dans un avion, c'est la sécurité. Or, pour moi, ça va à l'encontre de toutes les règles de sécurité. Tandis qu'il se remet peu à peu, Barry Small décide de tout faire pour qu'un tel accident n'arrive jamais à d'autres. Il insiste sur l'importance de transformer la conception des fauteuils et de stocker ailleurs l'alcool acheté en duty-free. De son côté, Greg Feist n'a toujours pas répondu à la question capitale. Comment un pilote chevronné, récompensé peu de temps auparavant par sa compagnie, a-t-il pu s'écraser à 5 km de l'aéroport? Au fil de l'enquête, il découvre que la carte d'approche utilisée par l'équipage avait plus de 6 mois et n'était pas à jour. Autrement dit, l'équipage n'était pas assez préparé à l'atterrissage. En
passant en revue les techniques de formation de la Korean Airlines, il constate en outre d'autres lacunes. L'équipage de la Korean Airlines avait été formé aux procédures d'approche sur le modèle d'aéroport où le DME était toujours implanté sur l'aéroport. Le DME est un système de mesure de distance, des balises électroniques qui indiquent au pilote la position de l'avion par rapport à l'aéroport. Souvent, la dernière balise se trouve au seuil de la piste. Mais ce n'était pas le cas à Guam. En réalité, l'aéroport se trouvait 5 km plus loin. 200. À cause de la pluie battante, le commandant Park n'arrivait pas à voir l'aéroport. Déstabilisé par le fonctionnement irrégulier du glide slope, il a décidé de se guider sur la dernière balise, pensant qu'elle le mènerait au seuil de la piste. Faisons une approche interrompue. Rien en vue. Rien en vue. Approche interrompue. Il faut remettre les gaz. Remets les gaz. Volet. Il est clair que le vol 801 a entamé son approche 5 km trop tôt. Il a commencé à descendre trop tôt. Sa trajectoire était tout à fait normale, mais pas au bon endroit. D'après nous, c'est à cause de la fatigue et aussi de la formation qu'ils avaient reçue que l'équipage s'est écrasé. Quand le radioaltimètre est arrivé à 0, il croyait être au-dessus de la piste de l'aéroport. Un 747 plein pèse plus de 200 tonnes. À l'instar d'un énorme paquebot, il lui est impossible de changer de cap rapidement. 100. 50. Aveuglés par la pluie et obligés de se fier à leurs seuls instruments, les membres de l'équipage du vol Korean Airlines 801 sont convaincus de se diriger droit sur l'aéroport. Quand ils se rendent compte de leur erreur, il est trop tard. Alors que l'enquête se poursuit, Feiss et ses collaborateurs font une découverte troublante. Un instrument qui aurait pu permettre à l'équipage de réagir à temps a été débranché volontairement. Tout de suite, la suite. Fantômes, magie, expérience paranormale. Croyez-vous vraiment ce que vous voyez? Ça paraît suspect. National Geographic Channel fait illusion pendant toute une soirée. T'as enregistré? Ouais. Paranormal, tous les vendredis à 20h40 sur National Geographic Channel. Les grands singes ont leur propre personnalité. Depuis plus de 50 ans, j'ai observé des générations traversées d'incroyables drames. Des drames ponctués de violence, de mystère et de trahison. Frères contre frères, père contre fils. Leur stratégie, guerre, politique et sexe. Leur but, le trône. Jane Goodall vous présente les histoires incroyables du royaume des singes. Dimanche à 20h35 sur Nat Geo Wild. Ce 6 août 1997, le crash du Boeing de la Korean Airlines a fait plus de 200 victimes. Publié plus de 2 ans plus tard, le rapport d'enquête sur l'accident condamne les méthodes de formation de la compagnie coréenne et la confiance excessive de l'équipage dans les systèmes automatiques de l'appareil. Mais il incrimine aussi la FAA, la Fédération de l'aviation civile chargée de réguler le trafic aérien aux États-Unis. En effet, suite à une décision de la FAA, un instrument essentiel qui aurait pu sauver le vol 801 avait été débranché intentionnellement. Le MSO est un système de prévention des collisions avec le relief. Il fait partie de l'équipement standard des grands aéroports américains. Mais à Guam, la FAA avait décidé de revoir l'utilisation de ce système. Le MSO est couplé à un radar qui surveille les avions à l'approche d'un aéroport. Lorsque ceux-ci volent trop bas, le système avertit les contrôleurs aériens qui transmettent l'information à l'équipage. Mais à Guam, le système envoyait des informations parasites aux contrôleurs.
Comme ils n'arrêtaient pas de recevoir de fausses alertes, les contrôleurs ont modifié les paramètres d'avertissement et les ont fait porter sur un cercle beaucoup plus éloigné. Du coup, le système ne protégeait plus rien. Au lieu de surveiller les avions à l'approche de l'aéroport, le MSO de Guam les prend en charge alors qu'ils sont encore à plus de 80 km de l'île, au-dessus de l'océan. Cette décision était irresponsable. Ils ont modifié un système conçu pour offrir un niveau de protection aux contrôleurs, mais aussi aux passagers des avions. L'absence du système MSO s'est avérée fatale pour les passagers et l'équipage du vol 801. S'il avait été opérationnel, l'accident aurait pu être évité. L'équipage n'avait aucune chance. Les deux pilotes n'avaient pas envie de mourir. Ils avaient une famille. Personne n'avait envie de mourir. On ne leur en veut pas. Après tout, personne n'a voulu ce qui s'est passé. Ce sont des choses qui arrivent. Pour Barry Small, les années qui ont suivi l'accident ont été éprouvantes mais aussi décourageantes. Car si les autorités de l'aviation civile de Nouvelle-Zélande ont reconnu le danger potentiel posé par la présence d'alcool à bord, elles n'ont pris aucune mesure pour y remédier. Quant à sa proposition de modifier la conception des fauteuils d'avion, elle aussi est restée sans effet. J'ai effectué des démarches pour faire passer cette idée. Très souvent, elle a d'abord été accueillie avec enthousiasme, mais au final, ça a fini dans la corbeille trop compliquée. Et quand j'ai essayé d'en parler avec des concepteurs de sièges d'avion, ils n'ont rien voulu entendre. Contrairement à Wendy Bunton, Sean Burke n'a jamais été officiellement identifié parmi les victimes de l'accident. Les analyses ADN ont simplement démontré qu'un homme blanc occupait le fauteuil à côté de celui de la jeune femme. Bill et moi n'avons jamais perdu l'espoir que Sean ait survécu. Même après notre retour, pendant 1 an ou 2, à chaque fois que le téléphone sonnait, à chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, on espérait entendre « Salut papa, c'est moi, Sean ». Plusieurs années après l'accident, Barry Small a pu aider Cathy et William Burke à faire leur deuil en leur laissant une dernière image réconfortante de leur fils. Quand on l'a rencontré, il nous a raconté qu'au cours de cette escale de 12 heures à Séoul, en se promenant dans l'aéroport, il était enfin tombé sur un couple qui parlait anglais. Mais ils avaient l'air tellement amoureux qu'il n'avait pas voulu les déranger. Pour le père du jeune homme, la douleur ne s'effacera jamais vraiment. La douleur de cette perte ne s'atténuera jamais. Ça ne va pas mieux, ça n'empire pas, c'est juste un jour de plus. Les autres s'en sont remis, c'est normal, la vie continue. Mais pour moi, ça ne cessera que le jour où nous serons réunis. Pour sa part, Barry Small éprouve à la fois de la colère, mais aussi une immense gratitude d'avoir survécu. Plein de gens m'ont dit que si j'avais survécu, c'est qu'il y avait une raison. Ça fait 9 ans que je la cherche. Je suis convaincu que si quelqu'un voulait bien écouter ce que j'ai à dire sur l'alcool et l'oxygène et sur l'amélioration des fauteuils, j'arriverai à ne plus me sentir coupable d'être encore là.